à tous et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Nous sommes 35 en principe aujourd'hui. Merci de nous rejoindre pour cette session qui est dédiée à la place essentielle de la relation testateur au sein des organisations sans but lucratif. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette Good Week donc Franck Sario, avec qui nous avons déjà eu l'occasion de faire un certain nombre de webinaires, hein, un peu moins d'une dizaine jusqu'alors. Franck, tu as un parcours très atypique. D'abord éducateur spécialisé aux côtés de jeunes en difficulté pendant une bonne vingtaine d'années. Tu as eu la chance de rencontrer Sœur Emmanuelle à travers cette activité. Ensuite, tu entames un virage professionnel qui va t'emmener vers la communication dans les secteurs non-profit, secteur et le secteur public d'ailleurs, notamment à la Poste. En 2010, tu découvres la relation testateur à l'Association des paralysés de France. Et là, c'est la révélation. Donc, depuis 2019, tu décides de te consacrer au coaching en relation bienfaiteur. Et du coup, nous avons eu l'occasion de collaborer ensemble sur de nombreuses missions. Est-ce que tu peux nous résumer en quoi consiste ton activité ? Mon activité consiste à me pencher sur le développement de la stratégie relationnelle avec les bienfaiteurs pour les structures qui le souhaitent, dans le respect de leur culture et de leur histoire. Et c'est de travailler sur les freins, les atouts, les éléments essentiels du savoir-être à développer pour être tout à fait dans la relation avec ces bienfaiteurs. L'idée, c'est de travailler sur soi-même. Il y a un énorme travail à faire sur soi-même qui est très, très intéressant et très même ludique pour essayer justement de lâcher un peu prise. Et on parlera de cette expression de lâcher prise peut-être plus tard dans ces échanges. Lâcher prise dans un premier temps sur l'aspect financier du don et d'être plus dans la démarche humaniste qui, elle, in fine, va effectivement avoir un impact sur les dons qui vont arriver vers les structures. Et concrètement, selon toi, quelle serait la définition d'une relation testateur ? Testateur ou bienfaiteur au sens bienfaiteur, plus exactement, mais oui, bienfaiteur au sens plus large. Pour le résumer, après il y a plein de spécificités, de choses particulières en fonction du type de relation qu'on met en place, mais je dirais que ce qui le définit principalement, c'est de travailler sur c'est le lien qu'on construit avec ces personnes qui viennent vers les structures avec un geste de générosité. Voilà, c'est comment on travaille ce lien, qu'est-ce que l'on met dedans, comment est-ce qu'on le nourrit, et c'est aussi en parallèle de se dire comment est-ce que je mets cette personne au centre des préoccupations de la structure. Hein, c'est pas encore une fois, c'est pas les ressources que l'on place au centre, c'est la personne qui amène ces ressources. Et cette personne, donc, elle rentre par différents biais au sein de l'organisation. Alors, elle rentre par différents biais. Effectivement, on va très, très, très sommairement dire que cette personne est un donateur classique. C'est la personne qui appelle et qui demande un duplicata pour son reçu fiscal. Hein, c'est un middle donateur, donc là, une personne qui a un projet à exposer, à voir avec nous. Différemment, on va dire, le testateur, c'est une personne plus âgée qui est plus dans le besoin de raconter son histoire. En tout état de cause, ces trois catégories ont en commun d'avoir un besoin fondamental d'être écouté. Et c'est quelque chose à prendre en compte immédiatement. On aurait tort, je pense, de penser que le donateur qui appelle juste pour son reçu fiscal, pour l'avoir ou pour avoir un duplicata parce qu'il ne l'a pas reçu, il y a un enjeu, il y a quelque chose qui se joue, plus que simplement de dire, ben voilà, je vous fais votre duplicata et je vous l'envoie. S'il est bien accueilli, si on lui dit, ben vous êtes le bienvenu, si on lui dit, ben écoutez, en tout cas, on vous remercie, parce que c'est quand même un donateur qui nous appelle, ben effectivement, quand il aura raccroché,
en plus de son duplicata de reçu fiscal, il aurait peut-être aussi une pensée, voilà, c'est une structure que j'accompagne, à qui je fais des dons régulièrement, et je me suis senti bien accueilli, ça peut faire une différence. J'ajoute juste que dans cette notion d'écoute et de prise en compte de ce bienfaiteur, il faut savoir que même l'appellation de bienfaiteur, à un moment donné, posait un problème. Dans nos structures, pour certaines structures, même le mot était à bannir parce qu'effectivement, il nous mettait mal à l'aise. Pourquoi il mettait mal à l'aise, selon toi? Sans faire de la psychanalyse, car nous ne sommes pas des psychanalystes, mais voilà, le bienfaiteur, étymologiquement, c'est la personne qui nous fait du bien, qui veut nous faire du bien. Donc, on a toujours, par rapport à quelqu'un qui nous aide, qui nous fait du bien, on a toujours cette difficulté consciente ou inconsciente à épurer cette dette. C'est-à-dire qu'on est, d'emblée, on se met, voilà, on est, entre guillemets, je force un peu le trait, mais on est un petit peu mal à l'aise face à cette personne parce qu'on est endetté. Alors qu'en fait, il faut totalement assumer cette dette en disant, j'ai en face de moi quelqu'un qui m'apporte sa générosité et qui me permet d'avancer. Voilà. Et si effectivement on n'est plus dans ce malaise, eh bien, effectivement les choses sont plus faciles à mettre en place et se vivent mieux. Donc ça veut dire qu'il faut accepter cette dette pour vivre cette relation bienfaiteur. Oui, ma dernière mission où j'étais en charge de la relation avec les testateurs, je faisais vivre le concept de contrat moral, c'est-à-dire il y a un déséquilibre. Le déséquilibre, il vient du fait que vous nous donnez. Moi, en retour, je peux vous donner de la reconnaissance, je peux vous remercier, mais effectivement, il y a un déséquilibre. Je ne vais pas vous donner la même chose. C'est pas un échange et c'est pas quelque chose de marchand en plus. Mais ce que je mettais en avant, ce que nous mettions en avant, c'était la notion de contrat moral. Voilà, effectivement, on assume ce contrat moral si on assume cette dette que l'on contracte. Et par contre, on en est reconnaissant et on est effectivement dans cette relation bienfaiteur où on a en commun effectivement cet intérêt pour la structure. Vous nous aidez, moi je représente la structure et ensemble on fait vivre les choses. Et c'est le début d'une belle histoire, comme tu me racontais il y a encore quelques jours. Et effectivement, c'est le début d'une belle histoire parce que ce sont des vraies rencontres et à partir du moment où ce lien s'inaugure, existe, et bien ce lien ne demande qu'à perdurer. Et encore une fois, de la même manière, c'est le bienfaiteur qui nous informe sur son besoin, au-delà du besoin d'écoute. Il nous renseigne sur ses besoins. Donc, ça va nourrir ensuite toute notre mise en place, notre stratégie marketing sur le type de communication que l'on met en place. On a en face nous un middle donor, un donateur classique entre guillemets, ou un profil plus de testateur, mais qui va nous renseigner sur la perception qu'il a de notre structure, ce qu'il attend. Et il suffit à ce moment-là simplement de faire vivre cette relation. Du coup, faire vivre cette relation, ça suppose qu'être responsable relation bienfaiteur, ça ne s'improvise pas. En tout cas, ça se prépare, ça s'apprend peut-être. Quel est, selon toi, le secret pour faire, entre guillemets, de la relation bienfaiteur et de la relation bienfaiteur de manière vertueuse, justement? Alors, justement sur cette relation bienfaiteur, il n'y a pas de pensée magique, on ne va pas appliquer voilà, une règle de gourou qui fait que par magie les choses se mettent en place, mais on va se centrer sur nos qualités personnelles. La structure a toutes ces qualités-là, a tout ce qu'il faut pour avancer et se mettre en place. Simplement, il y a, à mon sens, 3 éléments très très importants à prendre en compte. Le premier, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est l'acceptation. L'acceptation du fait qu'on va être en contact avec des gens. C'est le fait de ne pas aller dans cette relation bienfaiteur à reculons, avec des peurs en se disant oui, mais alors il faut que je borne, et jusqu'où on va, etc., qui sont autant d'éléments qui nous font bloquer cette relation. On l'abrite, cette relation, parce qu'on en a peur.
Donc, la première chose, c'est de se dire, on lâche prise, on est dans la vraie vie, on est dans une situation, on est dans un contexte professionnel. Pour autant, ce sont des vraies personnes que l'on a en face de nous. Ça va être des vrais échanges. Et donc, je lâche prise et je fais comme je sais faire dans la vie, mais en situation professionnelle. Je fais comme dans ma vie privée. Je suis en relation avec un voisin, avec ma boulangère, avec mes amis, et j'y vais. Je ne me pose pas de questions, je me lâche. La deuxième chose, qui, à mon sens, va nous apporter à nous et aux bienfaiteurs un confort absolument incroyable, c'est l'authenticité. Si je ne suis pas dans la posture, si je ne suis pas dans alors encore plus loin, je ne suis pas dans la manipulation, je n'ai pas un agenda caché, etc. Bref, si je suis authentique, je me sens bien. Je suis beaucoup plus à l'aise dans la relation qui va s'annoncer, quelle qu'en soit la nature. D'une part, et d'autre part, la personne en face de moi va sentir cette authenticité et elle sera elle-même d'autant plus à l'aise. Et ça me paraît un élément très important. Donc le premier, le lâcher-prise. Le deuxième, l'authenticité. Ne manque à cette panoplie que l'empathie. Alors l'empathie, ce que je veux dire par là, c'est l'empathie au sens noble du terme, la vraie empathie, pas l'empathie qu'on utilise un peu trop souvent comme un argument marketing, mais que l'on ne fait pas toujours vivre après. L'empathie, c'est le fait d'être en capacité d'écouter sans juger la personne que l'on a en face de nous, de sortir de notre propre cadre de référence et simplement d'écouter la personne. Et ça, l'empathie, ça se vit, ça s'expérimente. Et ce lâcher-prise, cette authenticité et cette empathie, nous sommes tous capables de le vivre, de le faire vivre, et toutes nos structures sont capables de le faire. Là où on a besoin parfois un petit peu d'aide, c'est effectivement d'y voir un petit peu plus clair, d'y voir pourquoi on a peur, qu'est-ce qui se passe, et ensuite on peut avancer. Tu as lâché 3 mots très très importants, donc le lâcher prise, l'authenticité, l'empathie, donc qui sont en fait les 3 mots-clés autour desquels tu articules cette relation bienfaiteur. Justement, ça touche des choses qui sont très personnelles, le lâcher prise, l'authenticité comme l'empathie. Alors, selon toi, comment se pose la limite entre le professionnel et le personnel quand on prend le risque de cette rencontre, d'une part, et puis d'autre part, quel cadre doit poser une organisation pour permettre à un responsable relation bienfaiteur d'exercer sereinement son métier ou d'exercer sereinement cette relation? Ben, effectivement, c'est 2 éléments de jambes sur lesquelles danser. La première, c'est, je crois qu'on se disait tout à l'heure, on est dans la vraie vie, ou en tout cas, comme dans la vie personnelle, il s'agit d'une vraie rencontre, on a affaire à des vrais gens, donc il s'agit d'une vraie relation. De la même manière, comme dans la vraie vie, il y a des limites, il y a des choses qu'on a le droit de ne pas accepter. Là, on parle de choses, pardon, excusez-moi, lorsqu'il s'agit de bienfaiteurs, ce sont quand même des situations qui existent, comme dans la vraie vie, mais qui sont relativement rares. Mais on peut avoir affaire à des gens qui sont violents verbalement, qui sont abusifs, manipulateurs. Je pense que effectivement, là, il y a une limite que l'on peut poser. Mais encore une fois, cette limite, c'est pas une limite que l'on pose à la relation ou au lien qui se crée avec notre bienfaiteur. C'est une limite que l'on met à des formes abusives que l'on peut trouver. Et là, on a le droit, il me semble assez légitime de mettre fin à une rencontre, à un échange qui serait sur ce mode-là. De la même manière, on se protège aussi en étant très clairvoyant sur la base à partir de laquelle on va se mettre en situation d'échange avec des bienfaiteurs. On va évidemment, tout à l'heure en clin d'œil, on disait on va pas se prendre pour des psychanalystes car nous n'en sommes pas. C'est exactement ça. En lien avec des bienfaiteurs, on n'est pas dans des situations de gourou, on n'est pas, si je pense plus particulièrement à des bienfaiteurs au profil de testateurs, des personnes plutôt âgées qui ont des histoires, des petites misères à raconter, etc. On a le droit d'être en empathie authentique avec ces personnes. Pour autant,
on n'est pas apprenti sorcier, on ne joue pas le rôle d'un assistant social, d'une assistante sociale, d'un gourou, d'un psychiatre ou d'un médecin, mais on est simplement en empathie. Ça, c'est savoir quel est notre rôle ou quel n'est pas notre rôle, c'est fondamental. Et le deuxième aspect qui est concomitant et tout aussi important, c'est que la structure doit être avec la personne ou les personnes, les équipes qui sont en charge de cette relation bienfaiteur, doit en discuter en amont sur quel est, nous, le lien que l'on veut construire avec nos bienfaiteurs. Jusqu'où. Donc, une implication de la gouvernance qui pose un cadre, très concrètement. Qui pose un cadre en lien avec ces équipes pour savoir effectivement qu'est-ce que l'on va faire, qu'est-ce que l'on accepte, qu'est-ce que l'on n'accepte pas. Et puis ça permet aussi à la structure de réfléchir au type de… Voilà, il y a une équipe relation bienfaiteur ou des équipes qui travaillent à ces échanges avec les donateurs, les grands donateurs ou les testateurs, mais il faut effectivement un travail en amont sur voilà, qu'est-ce qu'on veut faire avec nos bienfaiteurs, jusqu'où l'on va. Et c'est très important. Il y a effectivement des situations où des responsables de relations testateurs, par exemple, se sont trouvés isolés dans une situation où ils pouvaient rencontrer des difficultés dans leurs échanges avec tel ou tel testateur. À un moment donné, la structure découvrait le type de lien qui était en place ou prenait peur et n'était pas en soutien de la personne en poste. C'est ce qui montre bien qu'il faut vraiment avoir cet échange entre la structure et ses représentants et s'entendre sur le cadre. Pour rebondir sur ce que tu dis, donc je présume que c'est ce qui a aussi guidé le fait que à l'Association des paralysés de France ou dans d'autres structures que tu as accompagnées par la suite, tu prônes pour la mise en place de principes qui soient cadrés, validés par l'ensemble de l'interne sur la manière donc d'accompagner la relation à proprement parler, d'accompagner le métier de responsable en relation testateur, mais aussi la relation bienfaiteur, mais aussi d'accompagner donc au quotidien cette relation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, ces principes ne sont, encore une fois, sont pas voici les éléments magiques que vous allez mettre en place pour arriver à des choses extraordinaires. C'est simplement la concrétisation, encore une fois, de ce qui nous met à l'aise et de ce qui va mettre à l'aise la personne en face de nous. Et ce qui va nous protéger, ce qui va nous mettre dans des situations qui ne sont pas des situations toxiques ou des situations dans lesquelles reviennent des freins, des craintes, quelquefois légitimes, parce qu'on est dans des situations qui ne sont pas claires. Donc ces principes, simplement, clairement, la personne vient vers nous. Ça veut dire une personne, on va la rencontrer, elle va nous téléphoner, elle va nous écrire, elle va se plaindre d'un duplicata de reçu fiscal qui n'est pas reçu. Enfin voilà, on a, quel que soit le mode utilisé par le bienfaiteur, je pense qu'il y a un certain nombre de principes qui vont nous mettre et le mettre à l'aise, sont les suivants, et qui sont tout sauf des choses qui s'apparenteraient à enfoncer des portes ouvertes. Je veux dire, le premier élément, et ça c'est dans les premières secondes, on peut donner à voir à une personne qu'elle est la bienvenue. Voilà. Vous m'appelez, moi j'étais en train de préparer une réunion, j'ai plein de choses à faire, et d'un seul coup je me trouve avec un donateur au téléphone. Je peux avoir une attitude qui lui dit je vous écoute, mais je vous fais sentir que quelque part je suis préoccupé par autre chose. Ou alors je peux simplement lui dire qu'il est le bienvenu. Je peux lui exprimer le fait de verbaliser un certain nombre de choses me paraît très important, et ça met tout de suite l'autre à l'aise et on voit tout de suite que son attitude est autre. Il se confie plus facilement. S'il y avait un petit conflit ou une inquiétude ou quelque chose, quelque chose qui le traversait, ma foi, c'est peut-être pas aussi grave que ça, ou en tout cas, ça va pouvoir se dénouer plus facilement. On a la possibilité de faire sentir que la personne est la bienvenue. On a la possibilité d'exprimer la reconnaissance de la structure.
on a la possibilité de se montrer disponible. Alors, disponibilité ne veut pas forcément dire qu'on va passer 3 heures avec la personne. On va lui dire, effectivement, écoutez, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps, mais je peux vous rappeler très rapidement cet après-midi, demain, voilà. C'est quelque chose qui marche bien. Autre chose, on a le droit, je le dis en ces termes, encore une fois dans l'opposition, mais là, je mets ma casquette professionnelle, je dois être professionnel. Oui, être professionnel, c'est très bien et c'est nécessaire. Pour autant, je peux avoir une attitude professionnelle, qui est attendue de moi d'ailleurs, et pour autant, j'ai le droit d'être touché par l'histoire de la personne. Et l'attention que je vais porter à la personne va avoir un énorme impact. Effectivement, s'il s'agit de penser à la démarche du don au sens large, effectivement, si la personne, en raccrochant à voilà, un bon ressenti des échanges qu'elle a eus avec la personne, quelle qu'elle soit, qui parlait au nom de la structure, ben ça peut avoir un impact important sur les dons in fine. Donc, c'est quelque chose que tu recommandes de systématiser, ce cadre de travail, ces 8 commandements? Oui, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas voilà, c'est des éléments magiques que vous mettez en place, ce sont des éléments de savoir-être qui, à mon sens, sont universels et s'appliquent quelle que soit l'identité de notre structure. Quelles que soient les causes pour lesquelles nous travaillons, nous avons des spécificités, nous sommes différents, nous avons des cultures de travail qui peuvent être différentes, nos histoires sont différentes, nous avons beaucoup plus d'expérience dans telle structure que dans telle autre sur l'approche du donateur. Pour autant, quelles que soient nos expériences, nos acquis accumulés, je pense que ce sont des éléments de savoir-être qui peuvent immédiatement, encore une fois, nous mettre à l'aise, nous mettre dans des situations confortables et effectivement nous permettre d'avancer dans la construction du lien avec nos bienfaiteurs, avec les personnes qui nous accordent leur générosité. Donc, une application concrète, en résumé, c'est du wording que tu nous avais transmis sur la manière d'exprimer ce lâcher-prise, cette authenticité, cette empathie, justement. Alors, je pense que vous pouvez toutes et tous le lire. Je ne vais pas le relire devant vous, mais je pense que ce que je retiens, moi, de ces éléments, c'est à un moment donné, alors là, on dit en fin d'entretien, mais ça peut être aussi, encore une fois, c'est des choses qui s'adaptent en fonction de ce qui se passe, de la nature de l'échange. Ça peut être au cours de l'entretien, c'est-à-dire que c'est bien sûr en fin d'entretien, mais c'est jalonné tout au long de l'entretien, tout au long de l'échange avec le bienfaiteur. On apporte en permanence la preuve de notre authenticité, de notre empathie. Oui, on est à l'écoute, oui, on est à l'écoute de ce qui vous a touché, etc. Mais on est authentique, c'est-à-dire qu'on s'efforce de ne pas trahir ce que vous nous avez confié et en même temps, on le fait. J'ai retenu que vous m'aviez dit ça, que vous souhaitiez de faire ceci ou cela. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que je vous le remets sur le tapis pour que vous me confirmez bien que je ne suis pas en train de vous trahir, même par erreur? Ça me paraît très, très important. Je note qu'effectivement, mais ça, c'est dans la définition même de l'empathie que nous ne sommes pas là pour juger. Alors ça, c'est peut-être encore une différence, du coup, une vraie différence avec la vie personnelle. Dans la vie personnelle, on a le droit, c'est pas toujours bénéfique, mais on a aussi le droit de porter des jugements. Moi, j'aime pas tel club si je suis amateur de foot. Là, moi, j'ai vu aux actualités, je suis pas très porté là-dessus, mais je vois quand on est parisien ou marseillais, c'est important de se haïr, pas seulement dans le foot. J'ai vu qu'avec le Covid aussi, il y avait des choses qui avaient à voir avec les haines qu'on pouvait avoir. Donc, on porte des jugements. Les Marseillais sont comme ci, les Parisiens sont comme ça. Voilà. Dans ce cadre-là, on ne porte pas de jugement sur les histoires que nous confient les personnes. C'est très important. Il faut avoir de l'ouverture d'esprit. Et puis, je ferai juste je crois que je suis peut-être un petit peu long, je suis désolé. D'accord, j'ai une petite focalisation sur l'histoire de la documentation, car la documentation, c'est derrière la documentation qu'on fournit aux personnes, il y a bien évidemment un niveau où on fournit très légitimement de la documentation à des personnes qui nous les demandent, et c'est très très bien. Mais derrière
le concept de la documentation, il y a parfois notre préoccupation à nous. Nous, on projette des choses sur nos donateurs. On pense que vous avez besoin qu'on vous transmette de la documentation. Ne focalisons pas sur la technique. Quelquefois, on nous demande de la documentation, mais c'est aussi une manière de nous aborder, de voir comment on réagit. Donc voilà, est-ce que vous souhaitez de la documentation, vous souhaitez qu'on vous en reparle, etc. Oui, très bien dans certains cas, mais n'oublions pas que ce qui se joue est beaucoup plus profond et c'est plus en termes de relations et si la personne de nous a vraiment le sentiment qu'on l'a écouté. En parlant d'avoir le sentiment, si la personne a eu le sentiment d'être écoutée, je te propose de passer sur un cas pratique avant de passer aux questions. Donc, c'est le cas d'une testatrice qui t'a contacté. Oui, alors, voilà, le contexte, je vais essayer de le faire rapidement. Il s'agit d'une personne qui a fait donc un testament pour la structure, avec laquelle je suis en lien depuis qu'elle m'a consulté pour savoir comment s'y prendre. Elle a fait ce testament et depuis, ben, ma foi, j'ai 2-3 échanges avec cette personne par année. On échange des vœux, je lui souhaite un bon anniversaire et de temps en temps, on s'appelle pour échanger des nouvelles. Et bien là, cette fois-là, elle m'a appelé catastrophée en me disant Franck, bonjour, comment allez-vous? Elle m'a répondu très très mal. Je vais mal. Et donc tout de suite, j'étais un peu il se passe quelque chose de particulier. Elle m'avait déjà fait part de relations conflictuelles avec sa fille à un moment donné. Et là, elle me dit Franck, il faut m'aider parce que ma fille m'a raboté. Je pense que tu peux t'arrêter là. C'est le Alors, la balle est dans votre merci. La balle est dans votre camp. Allô, ma fille m'a marabouté. Ce qu'on vous propose, c'est de vous soumettre un petit quiz pour voir votre perception. Allô, ma fille m'a marabouté. Qu'est-ce que vous répondriez à cette testatrice intuitivement? Alors, en sachant, pour accompagner ce questionnement, qu'effectivement, il s'agit d'un quiz, c'est un jeu pour avancer dans notre réflexion ensemble. Voilà, les mauvaises réponses n'en sont pas. Voilà, toutes les mauvaises réponses, entre guillemets, sont des réponses qu'on peut être tous amenés à formuler en situation. Voilà. Et en fonction du jour où les choses se présentent, on va être plus sur telle ou telle réponse. Donc, voilà, il faut être très, très décontracté. Ah bon. Donc voilà, il y a bien une réponse qui se détache. Franck, je crois que tu as le même écran de ton côté. Ouais. Donc tout le monde, à l'exception de ma personne, a répondu « Je vous écoute, madame ». C'est fantastique. Oui, effectivement, parce que, alors, en situation, voilà, quand vous avez, alors là, c'était peut-être un petit peu spectaculaire, quoique, je pense que là, avec un profil de testateur, c'est pas si exceptionnel que ça. Mais effectivement, en situation, on n'a pas le temps de se poser la question de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien de répondre. Et je pense que là, encore une fois, la clé, c'est pas dans les formules magiques, la clé, c'est l'empathie. En l'occurrence, effectivement, très, très grossièrement, on ne peut pas lui dire non, c'est pas possible, le maraboutage, ça n'existe pas. Si on fait ça, on est dans de la rationalité, on est normatif. Pire, on est dans la négation de son ressenti et la personne, ça ne lui apporte rien. Bien sûr, je vous crois, c'est peut-être le pire parce que ça contient du sarcasme. Et encore que non, parce que moi, personnellement, moi, je ne fais que vous renseigner sur le leg, etc. Pour moi, je fais marche arrière, je suis sur le repli, et vraiment, là, du coup, c'est la négation de la relation. Donc, la seule attitude, encore une fois, c'est l'empathie. Et l'empathie, ça va marcher ou ça ne marchera pas en termes de ça va rassurer ou pas la personne. Mais en tout cas, ça va marcher au sens où la personne va sentir que vous êtes effectivement
à son écoute et que vous essayez de comprendre ce qui se passe pour elle. Et là, en l'occurrence, moi, avec cette personne, je me trouvais bien embêté sur le moment quand je l'ai vécu. Et je lui dis, mais du coup, vous avez vu votre médecin si vous vous sentez mal. Et puis bon, ben voilà, donc vous êtes encore malheureuse parce que ça se passe mal avec votre fille. Je ne suis évidemment pas rentré dans le conflit entre la fille et la mère, car ce n'est pas ma place. La structure qui m'employait partageait avec moi l'idée que, en tant que responsable bienfaiteur dans le cadre de la structure, je ne suis pas là pour arbitrer les conflits entre un bienfaiteur et sa famille. Par contre, effectivement, cette personne qui a fait un legs à l'association, je suis à son écoute. Et du coup, au bout de quelques temps, il dit, écoutez, en tout cas, ça m'a fait du bien que vous m'entendiez. Parce qu'encore une fois, les bienfaiteurs nous donnent les clés, nous donnent à voir ce qu'ils perçoivent de nos échanges. Et ce qu'elle a retenu, elle n'est pas repartie en se disant que j'avais une opinion tranchée sur le maraboutage ou non, mais elle est repartie en se disant, il m'a écouté, donc du coup, elle se sentait un petit peu mieux. Et la fois d'après, 15 jours après, quand on a pris des nouvelles suite à l'entrevue avec le médecin, il n'était plus tellement question de maraboutage. Elle était beaucoup plus sereine. Elle allait bien. Voilà, beaucoup plus sereine. Notablement, je dirais que la relation bienfaiteur, et là c'est quelque chose qui doit se discuter dans nos structures, c'est à un moment donné, c'est la notion de est-ce que l'on est prêt à assumer ce que l'on met en place avec nos bienfaiteurs. Je veux dire par là que, comme l'on montre le slide, cette personne qui se porte bien, d'ailleurs, j'en suis ravi, j'ai eu de ces nouvelles récemment, a fait un leg à la structure qu'elle souhaite aider il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, maintenant 4 ans, elle continue d'être en lien avec cette association. Elle ne parle pas de la cause. Elle ne reparle pas du testament, il est fait. Elle ne parle pas de l'association. Par contre, elle est en lien avec sa structure et ça compte pour elle. Donc, il faut l'avoir en tête. À un moment donné, on renseigne un donateur, on construit un projet avec un middle donateur, on est à l'écoute du projet pour l'au-delà, pour une fois que la vie sera passée pour la personne, pour nos testateurs. Mais ce n'est pas toujours notre cause qui est au centre des préoccupations de nos bienfaiteurs. C'est une très belle conclusion. Merci Franck. Je te propose de passer, je vous propose de passer aux questions. Et nous avons une première intervention donc, de la part d'Agathe Cousin. Alors, comment conseillez-vous d'aborder, premièrement, les aspects légaux, donc rédaction du testament pour que le don soit valide dans les cas de binationalité, par exemple. 2, comment conseillez-vous d'aborder les exigences de donateurs qui peuvent être contre-productifs d'un point de vue opérationnel? Par exemple, un donateur qui exige que ses dons soient utilisés que dans certains pays ou pour certaines communautés, et donc rentrer en conflit avec les valeurs de l'ONG. D'accord. Alors, pour répondre à la première question, et sans avoir l'air de l'évacuer, là, moi, je dirais sur l'idée d'une rédaction de testament avec la notion de binationalité, là, je dirais que c'est quelque chose de très, très spécifique sur le plan juridique. Et là, moi, très simplement, je m'adresse à des spécialistes juridiques. Là, moi, je n'ai pas la réponse technique à cette question. Mais je pense que ça, effectivement, en termes de… Alors, pour revenir à la relation bienfaiteur, là, effectivement, ça fait un cas pratique immédiatement. Authenticité, je suis à l'écoute de ce que vous souhaitez faire, de la particularité du legs que vous souhaitez faire avec la notion de binationalité. Authenticité, je ne vais pas pouvoir, moi, vous renseigner immédiatement sur cet aspect-là, car c'est un cas spécifique et ça demande de faire appel à des spécialistes. Donc, ces spécialistes peuvent être en interne, c'est ça, dans le cadre de très, très grandes organisations qui ont un service juridique intégré? Voilà, moi, j'ai vu les deux, effectivement, soit effectivement les spécialistes en interne à la structure qui disent, voilà, là, je t'apporte la réponse, voici comment ça fonctionne quand ça ne fonctionne pas. Et l'autre cas, où le spécialiste, tout en étant très compétent d'ailleurs, dit c'est un cas encore particulier que moi je ne connais pas, je vais encore m'adresser à d'autres spécialistes sur cette gamme-là.
Et puis sur l'autre versant de la question, L'autre versant de la question, c'était que certains donateurs avaient des ouais, exigences qui peuvent être contre-productives d'un point voilà, de vue qui peuvent opérationnel en ou conflit éthique, enfin, par rapport au avec. positionnement de l'organisation. D'accord. Moi là-dessus, mon approche, c'est de revenir à la notion de confort. Ce qui me met moi en situation de confort vis-à-vis voilà, d'une personne comme ça qui viendrait vers moi avec ce type de problématique, c'est que bon, d'abord il y a les valeurs de la structure, la cause de la structure et ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ce qui éthiquement est acceptable pour elle. À partir du moment où je suis dans le lâcher prise, je les ressors, je ressors ces 3 points, mais parce qu'ils me paraissent en l'espèce intéressants, lâcher prise, authenticité et empathie, je suis authentique. C'est-à-dire, je vais annoncer à cette personne que moi, en tout cas, le don qui vient vers ma structure, je vais l'utiliser dans tel ou tel cadre. Je ne vais pas, moi, pour reprendre, excusez-moi un tout petit instant, voilà, par exemple, sur le côté, bah, voilà, moi, je veux bien donner, mais je ne donne qu'à cette communauté. Moi, je suis authentique et dans le lâcher-prise, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas le concevoir. Dans le cadre de ma structure, si je donne, c'est pour rendre service à une population dans telle zone, quelle que soit leur religion. Voilà, je ne fais pas un tri dans les communautés, c'est contre mes valeurs. Donc, sachez-le, si vous faites un don, Donc, ce don irriguera l'ensemble des euh, communautés. Mais je suis dans le lâcher prise. C'est-à-dire que je ne cherche pas à persuader cette personne de faire le don et je donne à la personne toutes les clés. Si vous faites donc, votre ça don, veut dire voilà comment assumer ça le va se risque passer. que la Mais personne en même puisse te temps, dire, ah bah non, moi c'est comme ça et pas autrement, et dans ce cas-là, je vais voir une structure qui est plus à même d'accepter mon don pour cette communauté en particulier. tout à fait. Ça me paraît plus éthique. Ça me met, moi, personne en situation professionnelle représentant la structure, ça me met droit dans mes bottes sur ce que je représente et ce que je fais. Et, euh, et moi, je rajouterais, ce n'est pas quelque chose de perdu pour l'association. Vous avez clarifié les choses avec une personne qui avait un certain état d'esprit, avec des valeurs qui n'étaient pas forcément les mêmes. Vous avez clarifié les choses. On peut très bien à la fois travailler sur des mécaniques de marketing, des mécaniques de collecte de dons vertueuses, et il y en a, et on y travaille, et on les améliore chaque jour, parce qu'il est légitime de vouloir faire savoir que le don intéresse nos structures. Pour autant, on est aussi légitimement en droit de ne pas vouloir faire n'importe quoi ou tricher ou mentir sur la manière dont on va utiliser les dons. Et la personne qui ne fait pas ce don en sachant que l'on ne va pas, comment dire, aller dans le sens de ce qu'elle désirait, mais parce que c'est dans la contradiction de ce que nous sommes et de ce que nous prônons, je n'ai pas le sentiment que Franck, c'est est-ce quelque que chose de c'est une perdu. situation à laquelle tu as déjà été confronté de toute manière dans le cadre de tes fonctions? Oui, et je dirais que si effectivement, si on est à l'aise avec ça et si on a bien entendu C'est le soutien de la essentiel. structure qui est à l'aise avec ça, c'est essentiel d'une part, et d'autre part, ce n'est pas très compliqué à gérer par ailleurs. Euh, j'ai été confronté à un certain nombre de choses. On va dire que la chose typique qui revient très souvent, c'est un profil testateur particulier. Enfin, quand je dis que ça revient souvent, c'est 2% des profils testateurs qui viennent vers nous. L'ensemble des bienfaiteurs sont des gens charmants avec lesquels il est très agréable d'échanger. Mais ce profil particulier, c'est le testateur qui, avec son legs, veut acheter de la disponibilité en permanence en disant voilà, moi je voudrais une secrétaire. Moi j'ai des gens qui me l'ont dit comme ça. Je vous fais un leg, j'ai beaucoup d'argent, mais je veux une secrétaire en permanence. Je veux que le responsable localement dans mon département passe me voir tous les jours. Enfin, j'exagère à peine parce que j'ai connu des situations qui sont comme ça. Effectivement, on est dans un échange. Je vous fais payer le fait de vous faire un leg et derrière il va falloir suivre. Là, il faut simplement avoir l'honnêteté
de dire, bah, écoutez, oui, nous avons une disponibilité en face, mais voilà à quoi elle ressemble. Cette disponibilité est représentée, existe par mon poste à moi, par éventuellement d'autres personnes relais sur le terrain, mais voilà dans quel registre elle va s'exprimer, voilà de quelle manière, de quelle façon on va pouvoir construire un lien ensemble. Et là, on parle de ce que l'on veut y mettre, de ce que l'on ne veut pas y mettre. Mais par contre, en aucun cas, on va venir vous voir une fois par semaine, on va vous fournir une secrétaire parce que vous voudriez nous donner de l'argent en échange. C'est-à-dire que nous, on ne fait rien pour que vous nous donniez quelque chose. Par contre, si effectivement vous faites le choix de venir vers nous, en toute connaissance de cause, nous, on sera ravis de mettre à l'intérieur de ces échanges tel ou tel ingrédient relationnel que l'on voit ensemble et qui est authentique et qui est totalement sincère. Je propose de passer à la question d'Alexandra, donc, qui rejoint des points abordés. Donc, les personnes se racontent beaucoup. Parfois, elles posent aussi des questions sur nous en tant que personnes. Comment peut-on gérer cela? Et surtout, toujours faire le pont avec la structure, et pas juste rentrer dans un lien de personne à personne. Alors ça, merci Alexandra, parce que c'est une question très intéressante. Je vais essayer de faire une réponse courte, parce que c'est vraiment quelque chose qui appelle qui appelle vraiment des développements très importants. Pour faire court, à un moment donné, vous représentez, vous parlez au nom d'une structure, mais ce n'est pas la structure qui parle, c'est une personne. La personne va vous confier des choses, quelquefois très personnelles, et dans ces choses qu'elle va vous confier, vous allez garder des choses pour vous, parce que la personne vous les a confiées spécifiquement à vous et que la structure n'a pas besoin de les savoir. La personne, elle est à 75-80%, ne va pas, en tout cas au début, ne va pas beaucoup poser des questions pour vous. Vous existez dans le reflet, comment dire, dans la démarche empathique qui est la vôtre. C'est là que vous existez. C'est-à-dire que vous êtes, Alexandra, vous êtes la personne qui m'écoute. Donc, je n'ai pas de détails sur votre vie, je ne vous pose pas de questions, mais je vous apprécie et je suis content de vous avoir comme interlocutrice parce que vous m'écoutez et que vous comprenez l'histoire que je vous ai confiée. Après, effectivement, à un moment donné, quelquefois longtemps après, on se rend compte que les personnes peuvent avoir la curiosité de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes marié? Quel âge vous avez? Effectivement, on rentre dans un registre où ce sont des questions plus personnelles. Et là, je dirais, encore une fois, lâcher prise, authenticité et empathie, avec votre nature profonde, bah vous pouvez, il n'y a pas une règle écrite, à mon sens. Vous lâchez ce que vous sentez, ce que votre ressenti vous dit. Moi, il y a des personnes, quand j'étais en charge de la relation testateur, des personnes qui savaient si j'étais marié, quel âge j'avais, si j'aimais la musique, un certain nombre de choses comme ça, alors que d'autres, que je connaissais depuis beaucoup plus longtemps, n'ont jamais su cela ou je ne leur ai pas dit. Je pense par ailleurs, et j'espère ne pas répondre à côté de la question, qu'il y a des choses qui doivent rester entre le bienfaiteur et vous, parce que c'est quelque chose qui est dans un cadre spécifique, qui ne regarde pas la structure. Après, il est intéressant de trouver au sein de la structure des personnes pour vous entendre, parce que si vous êtes en situation empathique, si vous êtes en charge, que c'est votre quotidien, ça prend beaucoup d'énergie et effectivement, vous recevez toutes ces histoires personnelles, tous ces vécus, tous ces ressentis et vous-même, à un moment donné, vous pouvez avoir besoin d'avoir une écoute et ça peut être utile de se tourner vers un pôle de la structure, me dire, ben voilà, j'ai des gens qui m'ont confié tel type de choses, etc., sans les trahir. Ça peut nous faire du bien et puis ça peut aussi aider la structure à identifier le type de bienfaiteurs qui viennent vers nous, le type de leurs préoccupations, et ça permet de mieux répondre à leurs attentes et à leurs demandes. Alors, une question complémentaire de Nathalie qui dit que
nous avons quelques testateurs dans notre base de données, mais nous n'avons maintenu aucune relation avec eux jusqu'à présent. Comment renouer le lien? Alors moi, j'ai la réponse marketing, mais Alors, ce qui est ça aussi. intéressant, c'est de... Alors, alors, cette question aussi est très intéressante parce que, encore une fois, euh, là, si on se dit comment renouer le lien, et je vais pousser le bouchon, c'est-à-dire que je vais caricaturer le propos de la question, c'est-à-dire que si je me mets du point de vue de... Qui a posé la question d'ailleurs? Bon, si je me mets du point de vue de Nathalie, c'est que Nathalie se dit, mais là, du coup, on a peut-être été en déficit ou c'est un peu compliqué de renouer alors qu'on ne l'avait pas fait. Donc, du coup, comment est-ce que l'on fait? Là, on part du point de vue de la structure. En l'occurrence, si je lâche prise, si je suis moi-même authentique et si je suis en empathie, ben, du coup, je dirais que je suis à neuf avec ces fameux testateurs. Donc, rien ne m'empêche d'avoir une démarche simple, d'aller vers eux et de me dire, je suis en empathie, donc je viens vers vous pour savoir si vous avez des attentes vis-à-vis de nous. Et effectivement, là, il y a on va trouver des passerelles avec les arguments marketing que Corinne a en tête. On va se tourner vers les personnes et on va leur donner des choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander, on ne va pas leur parler de nos préoccupations, mais voilà, vous êtes, on est, comme on disait tout à l'heure, bienveillant, on est reconnaissant, et bien on va faire transpirer ça dans les communications qu'on va avoir avec eux. Alors les communications qu'on va avoir avec eux, Corinne l'expliquera, communication écrite, des questionnaires, des courriers, des appels directs, etc. L'important, c'est que, quel que soit le mode que vous choisissiez, bon, en l'occurrence, je dirais, vu le contexte, ça peut être intéressant de prendre son téléphone et d'en appeler deux ou trois, en disant, ben voilà, on se présente, on est telle structure, vous nous faites l'amitié de nous soutenir depuis quelques années. On voulait simplement prendre de vos nouvelles, vous donner, voir si vous souhaitiez avoir plus d'informations sur la structure, qu'est-ce que l'on peut faire pour vous, et puis voilà. Puis vous verrez que de toute façon, vous ne serez jamais mal Absolument. Moi, accueillis j'aurais avec une fait la démarche même comme chose ça. que Franck, c'est-à-dire décrocher le téléphone et puis contacter un minimum de personnes pour essayer d'avoir un retour là-dessus. Et puis, les outils classiques que l'on peut mettre en place, ça marche quand vous avez une énorme base de demandeurs d'informations là ou testateurs. C'est travailler sur une petite enquête de satisfaction, de requalification qui permet de confirmer le lien entre eux et la structure, quel que soit le type de lien, à savoir s'ils veulent toujours faire un testament ou s'ils ont renouvelé leur don, et voir s'ils sont satisfaits de tout ce qu'ils reçoivent comme information, et du coup, à travers un espace d'expression dans cette enquête, les inviter à reprendre contact avec vous pour renouer un échange. Mais à l'instar de Franck, je privilégierais d'abord, dans un premier temps, les échanges téléphoniques en fonction de la volumétrie de votre base de données. Voilà. Alors, oui, vas-y, je t'en Et par prie. ailleurs, ça va vous apporter. Pardon. Alors, je disais, par ailleurs, dans ces contacts téléphoniques, ça va vous apporter beaucoup de. Hormis, ne l'oublions pas, d'avoir des contacts humainement très enrichissants et très. Encore une fois, il ne faut pas y aller à reculons et il faut, voilà, faut aller vers l'autre, avoir le goût des autres et c'est très enrichissant à titre personnel. Vous allez pouvoir nourrir votre communication, vous allez pouvoir identifier des gens qui vont accepter à un moment donné, quand vous allez les recontacter pour leur proposer un témoignage vidéo, ils vont vous dire oui, d'autres vont vous apporter, répondre à un questionnaire, d'autres vont nourrir votre communication sur votre journal bienfaiteur, etc. Vous allez avoir des retours qui vont être très qualificatifs et qui vont nourrir votre réflexion stratégique Une nouvelle de collecte de question fonds. donc, de la part de Leïla. Quand le testateur vous confie la crainte de sa disparition, quel conseil avez-vous pour accueillir cette situation? Alors, la clé, encore une fois, c'est l'empathie. Je m'explique.
on a affaire, plus particulièrement s'il s'agit du profil testateur, ce sont des personnes qui imaginent leur disparition. C'est-à-dire qu'ils l'imaginent au sens où ils se rendent compte qu'ils sont pas très loin et que c'est quelque chose qui va arriver à un moment donné. Donc ils se projettent là-dessus et leur legs, c'est aussi une manière de faire continuer leur histoire et de laisser une trace, qu'ils soient d'ailleurs croyants ou pas. La plupart des testateurs n'ont pas cette crainte de la disparition, ils l'ont acceptée. Quelques-uns, effectivement, peuvent avoir une crainte et peuvent avoir besoin de l'exprimer. Nous, en face, on n'est pas, encore une fois, on est des vraies personnes. C'est-à-dire qu'on fait appel à notre humanité, on fait appel à notre savoir-être, on fait appel à nos qualités de fundraiser, de professionnels au sein de structures. Mais nous, on n'a pas la clé sur l'éternité, sur la crainte de la mort, etc. Et nous-mêmes, on peut, par ailleurs, avoir légitimement ne pas avoir réglé la question de la mort et être nous-mêmes mal à l'aise par rapport à ça. Donc, on va dire, supposément, nous ne sommes pas les mieux placés, on ne peut pas répondre à la crainte de cette personne. Eh bien, si, on va pouvoir y répondre parce que justement, on est dans cette démarche de simplement d'être à leur écoute, à leur côté, entendre ce qu'ils nous disent, leur renvoyer qu'on le prend en compte, et pour autant, on n'a pas la solution. Mais le simple fait, et ça, ils vont le dire, ils vont le verbaliser, le simple fait que l'on soit en écoute et qu'on leur dise et qu'ils le sentent, pour eux, c'est gagné. Ils ont toujours leur crainte de la mort, mais quand ils raccrochent au téléphone, ils se sentent un petit peu mieux parce qu'ils se sentent entendus par quelqu'un. C'est fondamental. Je prends juste un exemple, je vais essayer d'aller très vite. Une testatrice un jour au téléphone me raconte ses misères. Elle est très âgée, elle est pliée en deux, elle a des maladies dont elle ne peut pas guérir, elle est seule au monde. Enfin bref, elle me récite toute la panoplie et rien ne va. Et moi, cette personne, en un quart de seconde, je me dis, elle a 85 ans, elle n'a pas 30 ans, elle n'a plus de famille. Enfin, qu'est-ce que je peux dire, moi, pour que sa vie, d'un seul coup, soit plus lumineuse, pour lui apporter une réponse? Eh bien, je n'en ai pas, et en l'occurrence, je ne sais pas quoi dire. Et je suis dans la posture de me dire, qu'est-ce que je pourrais bien répondre à cette personne? Et puis, au bout de quelques secondes qui m'ont paru longs, de mon silence, la personne m'a dit, en tout cas, je vous remercie, Franck. Et là, je suis tombé du pactage parce que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et puis, elle a terminé en disant, je vois bien, là, vous êtes embêté, vous ne savez pas quoi répondre, je vois bien que vous êtes avec moi. Et en fait, c'était ça la clé. La personne, en me racontant ses misères, n'attendait pas de moi que je lui rende sa jeunesse, son métier, sa famille et ses amis, et une nouvelle vie qui s'avançait. Elle attendait de moi que je sois vrai et en empathie. Leïla, est-ce que ça répond à votre question? Et avez-vous d'autres? Ne pas hésiter à le dire. Hein. Je regarde, il y a toujours un petit temps de décalage au niveau de la synchronisation. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste encore 7 petites minutes. Merci Leïla. Merci Leïla, merci Nathalie. Et merci Alexandra également. J'avais vu. Et merci Alexandra. Bon, je pense que j'attends un petit peu simplement avec les histoires de décalage. A priori, plus de questions. Merci Alexandra pour votre nouveau message. Merci Audrey. Oui, ça va être bientôt l'heure de déjeuner. Bon, pour conclure, merci à tous de votre présence donc, à cette interview, ce dialogue
avec Franck.